nationale sur le système politique sénégalais qui s'ouvre le 28 mai prochain et l'affaire des 5 anciens ministres sous Macky qui seront présentés devant la Haute Cour de justice pour détournement de deniers publics. L'Alliance pour la République a décidé de boycotter le dialogue. Seydou Gueye et ses camarades de parti dénoncent les arrestations dans les rangs de l'APR et une volonté des nouvelles autorités d'effacer l'héritage de Macky Sall. Face à la récurrence des événements climatiques extrêmes, le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal appelle à la vigilance et au redoublement des efforts. Mohamed Abdel Fattah a pris part à la 3e édition de la Foire internationale agricole du Nord à Dagana. Et puis sport mondial Beach Soccer 2025, l'équipe nationale de football de plage du Sénégal défie ce samedi à 14h GMT la Biélorussie en demi-finale. En cas de victoire, les Lions affronteront le Portugal ou le Brésil en finale. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et nous ouvrons par ce drame survenu hier à Guédiawaye. 3 collégiennes ont trouvé la mort par noyade à la plage Malibu dans la commune de Golfe Sud. Les sapeurs-pompiers ont repêché 2 corps qui ont été transportés à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Le 3e corps reste introuvable pour l'instant. Les recherches se poursuivent selon les informations rapportées par l'Observateur dans sa parution du jour. Les victimes étaient élèves en classe de 5e au CM des enseignants de Guédiawaye. Elles s'étaient rendues à la plage à l'insu de leurs parents. Le drame s'est produit aux environs de 11 h lorsque le groupe d'élèves en pleine baignade a été surpris par de puissants courants marins. Et puis politique, l'Alliance pour la République ne participera pas au dialogue national qui s'ouvre le 28 mai prochain. D'après Seydou Gueye et ses camarades de parti, cette décision est motivée par une série d'arrestations jugées ciblées contre des responsables apéristes ainsi que par les prises de position publiques du gouvernement considérées comme des attaques contre l'ancien président Macky Sall. Mais l'Alliance pour la République ne peut pas et ne participera pas à ce dialogue. C'est maintenant officiel. L'Alliance pour la République ne participera pas au dialogue national prévu le 28 mai prochain. Le parti a décliné l'invitation du président de la République pour diverses raisons. Quand le pouvoir, par le biais d'un ministre de la République, traite le chef de notre parti, qui a dirigé notre pays pendant 12 années, le chef de gare, quand le président de la République, pour la première fois au Sénégal, attaque publiquement son prédécesseur, qui lui a transmis démocratiquement et paisiblement le pouvoir, quand parler, critiquer, s'opposer sont des délits, comment serait-il possible alors de dialoguer? L'APR justifie également sa position par une situation politique tendue, mais aussi par la série d'arrestations notées dans ses rangs qui rendent impossible tout échange avec le régime. Le pouvoir, quand il cible, harcèle, menace, emprisonne des ministres, directeurs généraux et d'autres hommes d'affaires, uniquement dans le but de décapiter notre parti et d'ensevelir tous les grands responsables du régime sortant, ne serait-il pas là une indigne capitulation, une inacceptable caution des forfaitures passées, présentes et futures du pouvoir? Seydou Gueye et ses camarades rejettent de ce fait les termes de référence du dialogue qui ne prennent pas en compte les préoccupations des populations. La thématique qui a été proposée est une fausse thématique qui n'a rien à voir avec l'actualité du Sénégal. On n'a pas de problème de système politique, encore moins de système électoral. Si on veut dialoguer, dialoguons sur ce qui intéresse les Sénégalais, sur la pêche, sur le monde rural. La crise est là-bas. Malgré ce boycott, les libéraux se disent favorables à la pacification de l'espace politique et à la paix sociale et encouragent la position des autres formations de l'opposition qui choisiraient de se présenter à la rencontre du 28 mai. La résolution de mise en accusation des 5 ministres du régime sortant est une décision très grave de l'avis des responsables de l'Alliance pour la République. D'après eux, la présomption d'innocence des mises en cause n'a pas été respectée. Seydou Gueye et ses camarades de parti dénoncent un lynchage médiatique autour de cette affaire. Suivons ses propos.
C'est une décision grave parce que la manière dont les choses ont été organisées, il y a eu un lynchage médiatique. Dans le cadre d'un état de droit, il est important de rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Lorsque vous n'avez pas été jugé, lorsque cette décision n'est pas définitive et que vous avez eu une décision d'instance, que le juge d'appel ait eu à se prononcer, que le juge de cassation ait eu à se prononcer pour que la décision soit définitive, vous restez présumé innocent. Mais le lynchage médiatique auquel nous avons assisté a pu ainsi remettre en question ce principe de présomption d'innocence. On a tout l'air de croire qu'il y a un principe de présomption de culpabilité qui n'existe pas dans notre droit. Je voudrais rappeler que dans un état de droit, il est aussi important non seulement de respecter ces principes, mais de respecter aussi les droits de la défense. Nous restons d'ailleurs sur ce registre après l'adoption de sa mise en accusation jeudi à l'Assemblée nationale. Ndaye Saly Diop, ancienne ministre de la Femme sous Macky, poursuivie pour complicité détournement de deniers publics portant sur un montant de plus de 52 millions de francs CFA, et 4 de ses anciens collègues pourraient bientôt passer devant la Haute Cour de justice, une juridiction spéciale seule habilitée à juger des faits reprochés à d'anciens ministres ou chefs d'État. Elle était ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants au moment de la riposte à la pandémie de Covid-19. Elle fait partie des 5 anciens ministres renvoyés devant la Haute Cour de justice. Désormais, c'est devant cette juridiction spéciale que devra se défendre l'ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. J'ai confiance à ma justice parce que la judo moi sama deret. Je suis républicaine te jàpp naa sama justice bi dina ma delloo sama ak sama yelleef ba ëllëgëm si bu ma taxawee dina am la tête parce qu'on a sali mon image. Cité dans un rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, Ndaye Saly Diop est poursuivie pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, complicité et blanchiment de capitaux présumés. Des accusations qu'elle avait réfutées le 2 mai dernier, jour de la levée de son immunité parlementaire à l'Assemblée nationale. Honorable représentant du peuple, je vous le dis avec force, il n'y en a eu aucun enrichissement, ni détournement, ni complicité. Il y a eu une action humanitaire menée avec dévouement pour les enfants de notre nation. Quel a été le rôle de cette ancienne responsable de l'APR dans la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 entre 2020 et 2021? Selon les conclusions du rapport de la Cour des comptes, le ministère dirigé à l'époque par l'actuel député du mouvement La Nouvelle Responsabilité a perçu une enveloppe de 150 millions de francs CFA. Problème, les contrôleurs révèlent qu'une partie substantielle, plus de 52 millions de francs CFA, aurait été dépensée sans pièces justificatives valables ou à travers des pratiques frauduleuses. En ma qualité de ministre, et conformément aux orientations du Conseil des ministres du 2 avril 2020, j'ai défini une stratégie humanitaire urgente pour les enfants en situation de rue, mis en place d'un comité d'experts pour garantir la transparence des dépenses, veiller scrupuleusement à l'application des directives présidentielles. Le résultat, 5089 enfants retirés de la rue, protégés, nourris et rendus à leur chaleur de leur famille. La mise en accusation de Ndaye Saly Diop ainsi que celle de 4 de ses anciens collègues ont été adoptées ce jeudi par l'Assemblée nationale. Dès lors, va s'ouvrir bientôt une série de procès devant la Haute Cour de justice, seule habilitée à juger des faits reprochés à d'anciens ministres ou chefs d'État. Gibi Diallo, nous en venons à un autre cas, celui de Aïssatou Sophie Gladima, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie et blanchiment de capitaux sont entre autres les chefs d'accusation retenus contre l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie sous Macky Sall. Sur saisine du ministre de la Justice, elle sera présentée devant la Haute Cour de justice pour préjudice évalué à 193 millions 70 000 francs CFA. Plus de détails avec Omar Thiam.
détournement de deniers publics, d'escroquerie, de blanchiment de capitaux et de complicité de ses chefs contre Mme Aïssatou Sophie Gladima. 193 millions de francs CFA environ, c'est la somme provisoirement reprochée à l'édile de Joal Fadiout sur l'utilisation de l'argent relatif au fonds Force Covid-19 mis à la disposition de son département. Le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice d'Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre des Mines et de la Géologie, révèle des indices graves d'association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie et blanchiment de capitaux. Tel fait mérite d'être porté devant la Haute Cour de justice. L'investigation de la division des investigations criminelles révèle une transaction informelle concernant le paiement du matériel, 80 millions de francs CFA. Selon le rapport, au lieu d'un virement international, les fonds sont remis à un opérateur qui par la suite remet une somme équivalente en Chine au fournisseur. Une autre violation selon les termes du rapport. Il résulte de l'enquête que le montant de 80 millions de francs CFA ayant servi au paiement du matériel qui est supposé avoir été acheté a fait l'objet d'une transaction tout à fait informelle. S'agissant du second volet, la mise à disposition d'un site pouvant abriter l'unité de traitement gravimétrique avant de procéder au démarrage des travaux fait intriguant, car au moment du paiement, les travaux n'avaient pas débuté, soit une violation manifeste de l'article 89 du règlement général de la comptabilité publique. Au finish, le nommé Ibrahim Issa s'est dérobé. Sophie Gladima, bientôt devant la Haute Cour de justice. Et concernant les larges concertations nationales qui démarrent le 28 mai prochain, le gouvernement du Sénégal a procédé hier au lancement officiel de la plateforme numérique Djoubonti. Selon Cheikh Gueye, facilitateur du dialogue, cette innovation représente bien plus qu'un simple outil. C'est une promesse de transparence et d'inclusion pour tous les Sénégalais, y compris ceux de la diaspora. Il salue l'initiative du président de la République Bassirou Diomaye Faye et appelle les concitoyens à s'approprier cette plateforme pour construire ensemble une démocratie inclusive et participative. Le Sénégal relance Djoubonti, une plateforme numérique ouverte à tous les citoyens pour accompagner le dialogue national lancé par le président Bassirou Diomaye Faye. Une innovation qui vise à garantir transparence, inclusion et participation massive. Nous avions déjà utilisé cette plateforme l'année dernière. Elle nous avait permis de prendre en compte les 6000 contributions qu'on avait reçues. Voilà pourquoi nous avons décidé de la reconduire en l'adaptant au thème de cette année. Accessible partout dans le monde, Djoubonti permet de consulter les termes de référence du dialogue, téléchargeable gratuitement, de contribuer par écrit, y compris de façon anonyme, réagir en direct pendant les discussions, suivre l'évolution du dialogue via un compteur de participation en temps réel. Un bouton partagé permet aussi de diffuser les débats sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dialogue National 2025. Cette plateforme que nous présentons aujourd'hui n'est pas un simple outil. C'est une promesse de transparence, une promesse d'inclusion, de participation et d'appropriation du processus du dialogue. Le ministère de l'Intérieur donne toutes les dispositions. Le ministère de l'Intérieur a pris toutes les dispositions pour que toutes les contributions puissent être prises en compte le jour du dialogue. Dans le cadre du dialogue, il y aura des points d'accord et des points de désaccord, naturellement. Et dans ces cas, la plateforme permettra aux populations de donner leur avis sous l'arbitrage du président de la République. Dans le cadre de la plateforme, la population donne son avis, arbitrage du président de la République. Pensé comme un espace éthique et modéré, Djoubonti veut donner à chaque citoyen une voix dans un processus démocratique transparent, accessible et moderne.
Et toujours dans l'actualité de ce 13h, la création de nouvelles lois permettrait aux pourvoyeurs d'emploi d'élargir leur assiette pour participer à la baisse du taux de chômage. De l'avis du coordonnateur de l'ONG Sénégal Next Generation of Leaders, Pape Samb, il a tenu ses propos en marge d'un atelier de formation aux métiers d'avenir organisé à l'intention d'une cinquantaine de jeunes. Suivant ses propos au micro de Bakary Cissé et Babalo. Aujourd'hui, on est là dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme d'équité sociale, c'est-à-dire pouvoir identifier les jeunes entrepreneurs qui peuvent être des acteurs de changement, qui peuvent être des innovateurs sociaux, qui peuvent être aussi des entrepreneurs sociaux, et les encadrer. Et les encadrer à travers une approche qui est très particulière, qui est non seulement une formation, mais aussi un accompagnement. Donc après le bootcamp de 3-4 jours, donc il y aura un accompagnement en mentoring, en coaching de 8 semaines. Donc je veux dire qu'en fait, le rôle de l'État dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir créer les conditions pour que les acteurs de l'écosystème de la création d'emplois et de l'insertion professionnelle puissent vraiment développer des outils, des compétences, des partenariats, mais aussi développer une chaîne de valeur pour qu'il n'y ait pas de doublons entre ces différents acteurs. En plus de ça, créer aussi des lois en fonction des innovations de création d'entreprises au niveau des communautés, au niveau des localités. Donc c'est ça le rôle principal de l'État. Et je vous l'annonçais dans le sommaire de cette édition, le haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Mohamed Abdel Fattah, est revenu sur les crues de l'année dernière, affirmant qu'elles ont pu être maîtrisées grâce au barrage de Manantali et celui de Diamant. Il a insisté sur le rôle déterminant de ces infrastructures dans la gestion des effets du changement climatique, tout en mettant en avant l'importance du système d'alerte précoce de l'organisation et la nécessité d'une vigilance partagée face à la multiplication des événements climatiques extrêmes. Il prenait part à la 3e édition de la Foire internationale agricole du Nord à Dagana, suivant ses propos. C'est grâce au barrage de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le barrage de Manantali, le barrage de Diamant notamment, que les dernières crues de l'année dernière ont pu, en partenariat avec nos États, nous avons pu gérer ces barrages pour minimiser l'impact de ces changements climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que ces changements climatiques sont aujourd'hui présents partout dans le monde. Et celui qui peut vous dire qu'il peut s'en prémunir ne vous raconte pas la vérité. Mais par contre, on peut être préparé. Et c'est ce que nous faisons à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous avons mis en place un système d'alerte précoce en rapport avec nos États. Nous le divulguons chaque année. Il y a des opérations pour le montrer aux populations. Nous avons contribué à l'effort de nos États en donnant l'information à temps utile. Mais tout ceci, ça doit être aussi notre affaire à tous. Nous, en tant qu'organisation, mais les populations, les journalistes d'ailleurs, et on doit se rappeler qu'on ne sera pas à l'abri. Nous ne serons pas à l'abri. Vous avez vu les récents événements un peu partout dans les pays qui sont mieux outillés technologiquement que nos régions. Malgré tout, ils n'ont pas pu prévenir à temps. C'est dire qu'aujourd'hui, les événements extrêmes, ils vont s'enchaîner. Et pour le reste de l'actualité, le groupe de la Banque mondiale a inauguré hier son nouveau siège régional pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que de hauts responsables de l'institution de Bretton Woods. Le chef de l'État se réjouit de cette nouvelle orientation stratégique du groupe qui pourrait renforcer son efficacité, suivant le compte-rendu de Mamadou Kanté. C'est ce bâtiment flambant neuf qui sera désormais le hub de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une architecture inspirée de Tombouctou alliant tradition et modernité. Ce nouveau bureau sera un guichet unique pour les différents pays. Ce que nous voulons faire à travers ce projet, c'est de présenter une solution intégrée au pays pour qu'ils puissent avoir un genre de guichet unique quand ils parlent au groupe de la Banque mondiale et qu'ils ne parlent pas à différentes entités. Quand on pense au secteur des PPP, du partenariat public-privé,
cela exige une très forte coordination entre les différentes entités du groupe de la Banque mondiale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans certains pays, nous allons même avoir une représentation commune. Après le Kenya et l'Afrique du Sud, le Sénégal est ainsi à l'honneur. Un choix qui n'est pas fortuit. Donc nous avons pensé que le Sénégal était bien placé pour abriter le siège, le hub, pour de nombreuses raisons, la connectivité, la connexion, les ressources humaines, le climat, etc. Et la volonté surtout des autorités sénégalaises de jouer ce rôle panafricain. Une orientation stratégique du groupe de la Banque mondiale à laquelle le gouvernement du Sénégal adhère pleinement. Cette initiative reflète précisément le mouvement que nous appelons de tous nos voeux, celui d'une institution mieux coordonnée, travaillant au plus près du terrain pour obtenir les meilleurs résultats. Cependant, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, attire l'attention sur la difficulté d'atteindre les objectifs fixés avec les modes de financement classiques. Dès lors, il va falloir explorer des voies innovantes comme notamment la mise en place d'un système de conversion des dettes en infrastructures numériques et d'un fonds pour les infrastructures numériques en Afrique. La Banque mondiale, qui a des financements aussi bien pour le public que pour le privé, veut ainsi proposer des solutions intégrées aux États à travers ce hub. La Banque mondiale a réitéré son engagement à soutenir les nouvelles autorités sénégalaises dans la mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050. D'après Matar Diop, directeur général de la Société financière internationale, cette coopération est déjà engagée dans plusieurs secteurs clés. Le groupe de la Banque mondiale soutient les ambitions du Sénégal 2050. Ces ambitions, nous pouvons les résumer, comme le chef de l'État l'a dit, par la création d'emplois qui soient des emplois de qualité pour l'ensemble des Sénégalais et une croissance qui soit une croissance durable et soutenable. Aujourd'hui, le groupe de la Banque mondiale travaille dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agriculture, au niveau des infrastructures, au niveau de l'énergie, au niveau de l'éducation. Et en fonction des besoins et de la nature des besoins du pays, nous utilisons une partie du groupe de la Banque mondiale et la SFI particulièrement finance les infrastructures. Comme vous savez, au niveau de l'énergie, nous sommes très actifs. Nous finançons également le transport routier. Et nous restons d'ailleurs avec la Banque mondiale. La Société financière internationale prévoit par ailleurs d'octroyer jusqu'à 1 milliard de prêts sur fonds propres au Sénégal en 2025 avec des projets approuvés dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, selon Matar Diop. Suivons ses propos. Cette année, nous pensons que la SFI va faire à peu près 1 milliard de prêts. Ce fonds propre et sur ressources mobilisées. Et nous allons, au niveau du groupe de la Banque mondiale, nous entrons dans un nouveau cycle avec l'IDA et des ressources nouvelles seront allouées. Nous avons des projets qui ont été approuvés récemment. Nous avons eu un projet de 200 millions de dollars dans l'agriculture, dans la vallée du fleuve. Nous avons un investissement de 150 millions de dollars également qui a été... Donc les investissements sont en train de se mettre en place. Il s'agira surtout de veiller à exécuter ces projets de manière rapide, parce qu'une chose est de mobiliser ces ressources, une autre chose est de les consommer à un rythme qui permette justement au groupe de la Banque mondiale de continuer son appui et de continuer à aider les pays. Le reste de l'actualité sous forme de brève. D'abord sport mondial Beach Soccer 2025. L'équipe nationale de football de plage du Sénégal défie ce samedi à 14h GMT la Biélorussie en demi-finale. En cas de succès, elle décrocherait une toute première finale pour aller affronter le Portugal ou le Brésil. Pour rappel, les deux formations s'étaient affrontées lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. Les Biélorusses avaient battu les Lions de la Teranga. Et puis au Mali, 2 opposants maliens ont disparu depuis jeudi après avoir été enlevés par des hommes masqués et armés, a dénoncé vendredi Human Rights Watch. Il s'agit du secrétaire général du parti d'opposition Convergence pour le développement du Mali, CODEM, Abba Al-Hassan, 68 ans, et Del Bachir Thiam, un responsable du parti. Les changements éléments, rapporte Human Rights Watch dans un communiqué. Et pour terminer,
Le Pakistan a frappé l'Inde ce samedi après que New Delhi eut tiré des missiles sur les bases aériennes pakistanaises dans une confrontation entre les deux puissances nucléaires qui a déjà fait une cinquantaine de morts civiles. Les pays membres du G7 ont appelé à une désescalade immédiate et les États-Unis, alliés historiques du Pakistan, ont offert leur médiation. De son côté, la Chine a elle aussi exhorté ses deux voisins à éviter toute escalade dans leur conflit. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 14 h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la 7TV. Bonjour, les quotidiens parvenus ce samedi donnent un grand intérêt au sujet de la politique avec en toile de fond la perspective de la participation ou non au dialogue national convoqué par le président Diomaye le 28 mai prochain. La paire entre rejet et stratégie d'opposition titre à ce sujet Sud Quotidien. L'ancien parti du pouvoir dit justifier son boycott par une série d'attaques qu'il estime systématiques et injustifiées à l'encontre de son leader Macky Sall et de plusieurs figures de l'ancien régime. Selon le journal, Seydou Gueye lui dénonce une opération systématique et de décapitation politique de la formation politique destinée à enterrer la paire et à effacer ces grands responsables de l'espace politique. Wolf Quotidien cite également les propos de Seydou Gueye qui évoquent une cabale orchestrée depuis l'Assemblée nationale avec la résolution de la mise en accusation de 5 ministres du régime sortant. Au nom de sa camarade de parti, Seydou Gueye a dit dénoncer une chronique annoncée d'un procès éminemment politique. Le journal titre La paire boude. Le quotidien lui parle de discorde autour d'un dialogue. Le journal ouvre également ses colonnes aux facilitateurs de la rencontre du 28 mai et qui appelle à ne pas se faire d'illusions. Tout le monde ne sera pas au dialogue, selon le facilitateur. Mais selon le journal, après Thierno Alassane Sall, la paire justifie son boycott. Mais selon Cheikh Gueye, il est d'avis que tout le monde ne sera pas au dialogue. Cheikh Gueye que l'on retrouve dans l'AS et qui indique que le destin démocratique de notre nation ne se décidera pas dans les salons. Mais selon le journal, la paire annonce son boycott. Source A lui fait le décompte et révèle que ce sont près de 169 entités qui sont attendues au dialogue. Mais la paire lui refuse de dialoguer, arme sur la tempe, écrit le journal. Autre décompte, mais cette fois-ci macabre, c'est dans la tribune qui note que 3 jeunes filles, des élèves en classe de 5e, emportées par la mer à Malibu. 2 corps ont été retrouvés. Il s'agit de Cody Diop et de Maïmouna Dial qui ont été retrouvés, qui ont été acheminés à l'hôpital. Mais celui de Aïssatou Sankaré reste introuvable. Il n'est pas introuvable, mais reste en prison. Il s'agit de Lat Diop. Sur la tribune toujours, la Cour de justice de la CEDEAO condamne le Sénégal pour violation des droits de Lat Diop. Même son cloche dans Libération qui écrit que l'État du Sénégal est condamné à payer la somme de 4 millions à Lat Diop. Ce dernier avait saisi la Cour suite à son blocage à l'AIBD. Le journal Observateur lui a réalisé un dossier sur la contrefaçon monétaire en parlant d'autopsie d'un cancer économique, en s'attardant notamment sur la manière dont la mafia des faux billets affaiblit le système financier national. Le journal évoque à ce propos les réseaux criminels et les failles dans le contrôle du territoire et la réduction des recettes fiscales. Enquête lui parle de la réduction des comptes en parlant d'une traque inédite. Le journal donne la parole à une source proche du parquet qui assure cette fois-ci il n'y aura ni règlement à l'amiable ni arrangement dans l'ombre. Le Soleil lui revient sur les enjeux du numérique pour le Sénégal. Le numérique est une chance et à nous d'en tirer un levier de souveraineté, a dit dans le journal Jacques Diop, directeur général de Synapsis. En sport record sur le match entre le Sénégal et Bélarus, ce sera à 14 h. Les Lions du Beach Soccer cherchent une place en finale. Bonne lecture.